Il y a 1000 façons de dormir, mais une seule d'en profiter pleinement, c'est sans interruption. Nouveau Euphytose Nuit à libération prolongée de mélatonine pour une nuit complète de sommeil. Cela fait aujourd'hui 5 ans que William Zitt nous a quittés. Beaucoup l'ont oublié, mais cet ancien enseignant était le précurseur du street art pays. La quête et la reconnaissance de ses origines lui ont notamment permis de créer les têtes CAF. Pendant longtemps, William Zitt utilisera le papier journal ou le goni pour donner sens à sa créativité et investira les murs des rues, le bitume et même les pylônes du marché de Saint-Leu. C'est lui aussi qui a créé l'art-créologie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui art-créolosite. Bienvenue dans Archipel, voici Art-créolosite, un documentaire de Laurent Zitt. Zitt, mon ancêtre Zitt à qui on a donné le nom de Zitt, elle s'appelait pas Zitt avant qu'elle soit à La Réunion, dans un contexte d'esclavage, on lui a donné un nom. Et ce nom-là, je le représente sous forme de fantôme, comme ça, de petits, de code barre qui définit mon identité, mais au-delà du nom Zitt qu'on m'a donné aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de travail, d'analyse. Et ceci, il y a un fond vert de gris, kaki, Alors, militaire, très assez camouflage, oui. Ben,
assez camouflage parce que ça correspond aussi à une espèce de mon être moi-même, quoi. Et camouflage de beaucoup de choses. Et, et sur aussi euh, une espèce de focale qu'on doit faire pour voir le travail du tableau. On passe de l'abstraction vers quelque chose de plus de réel, de schématisé, mais de réaliste. C'est étonnant ce que j'ai dit. La place finalement qu'on peut avoir, c'est pas la place de la communication, quoi, de la pub, Ben, ça, c'est le bruit ambiance. tu vis ton travail, ton travail comme oui, il y a un travail souterrain, quoi, il y a un travail Marron. de ressourcement. Marron. Moi, j'appelle ça marron parce que c'est pas dans l'officialité vraiment, puisque il n'y a plus d'officialité. Et donc, je me retourne vers ce que je dois être. Il n'y a plus d'officialité, ça veut dire. Ben, je me présente plus dans les expositions, dans les vernissages. Et par contre, là, quand moi je veux pas y aller, j'allais dire, on se rejette sur. On, on prend les tableaux que les institutions ont achetés pour les exposer sans mon accord, en me prévenant 2 jours avant que je serai dans l'exposition, comme ça se fait actuellement, à la Cité des Arts, hein. Ben, ils ont pris des tableaux que le FRAC a achetés, alors qu'ils pourraient venir se servir dans ce que je fais. Donc voilà. Peut-être si il a mauvais caractère, il va dire non, donc pour contourner, on passe au-dessus. On n'a plus le temps d'aller vers les mauvais caractères, hein. Je pense que c'est difficile pour ces gens-là, oui. Ben non, parce qu'eux, ils sont dans leur monde aussi. Ils sont dans la construction d'un avenir pour la Réunion qui pour eux est ce qu'il y a à faire, hein. Donc, et moi, dans mon trou de bébête ici, je vois pas comment je peux participer à ce mouvement. Et les gens ils me disent, ah ouais, c'est vous le pionnier du street art à La Réunion, c'est vous le, le défricheur de mémoire, etc. Bon, ça fait plaisir, mais bon, c'est pas vrai. Bon, c'est venu comme ça, c'est presque,
c'est presque une chance, un parcours que moi, j'ai pas pensé à ça il y a 40 ans, que j'allais devenir un artiste, peintre, sculpteur, non. C'était pas programmé. Il n'y avait pas de plan de carrière, ça s'est imposé. Comment tu es passé de l'art du portrait à l'art des pictogrammes, des groupes, là, des groupes humains Ben, c'était pareil, une strate, donc en même temps. C'est-à-dire que le portrait, les petits personnages, les paysages, les pochoirs, c'est en même temps. Sauf que c'est le moment, quand je me lance dans une production, c'est souvent une série, c'est souvent un temps de 2, 3 mois, un an, où je entre guillemets, spécialise un peu, justement par rapport à une exposition. Et puis, Ah, donc ça veut dire que ces prototypes-là, aussi bien les petits personnages. images que les portraits, que, que, que la technique du rituel, de la tête caf, Mmh. tout ça, tout ça, c'était en place finalement. Bah, C'est tout, quoi. La grammaire était en place assez. Oui, c'est-à-dire que comme j'étais instituteur, donc il fallait faire passer aux élèves des techniques dans le cadre des programmes officiels de dessin, d'art plastique. Ben, il fallait que je trouve des solutions parce que je les avais pas. Il fallait le trouver. Et donc les personnages, moi je savais pas trop les faire. J'ai trouvé les petits personnages malgaches, des broderies malgaches intéressantes. Donc je suis parti de quelque chose de très naïf pour essayer de trouver un intermédiaire entre les proportions classiques, une tête, un corps égale 7 têtes,
Et puis le petit personnage malgache où c'est la couleur qui détermine chaque zone pour constituer le personnage. Donc tout ça, ça passe de façon intuitive par le dessin. Donc carré, triangle. Si c'est triangle, le mot est un peu fort, le niveau est un peu bas, un peu faible. Je dis pointu, tout de suite ils comprennent. Et ensuite, petit pointu. Et là, ça donne déjà une allure qui est assez précise, quoi. Quand je remplis, là, je remplis un corps, la chair. C'est comme si je lui donne vie, là. Et il est noir. Parce que mon crayon, il est noir. Mais sur mon tableau noir, je dessinais avec la craie blanche. Donc ça a inversé, donc c'était intéressant. Voilà, donc là, ça donne une forme, une silhouette, où le vêtement cache le corps, donc je ne le dessine pas. Et après, si je veux préciser, je peux faire ça, là, et ici, je peux faire... une jupe, voilà. robe. Et là, c'est là où c'est intéressant, parce que si je fais des proportions différentes, ça... Voilà, et ça donne tout de suite une frise de personnages qui vont... si chaque élève vient au tableau, ou bien sur le papier, me faire son dessin, si j'ai 26 élèves, j'ai 26 personnages, tout de suite ça devient intéressant. C'est-à-dire que ces petits personnages-là sont devenus, dans les tableaux que j'ai faits, des personnages fantômes, des CAF fantômes. C'est comme les têtes. Les têtes, c'est toujours les mêmes systèmes. Et forcément, avec ce système-là, ça donne une tête CAF. Mais en même temps, comme ça rejoint aussi mon travail sur l'archéologie, sur savoir comment était la Réunion avant, comment... de quel produit on est, l'environnement familial, tout ça, c'est l'ancestralité, ça m'intéresse, quoi. Et ça m'a été, du moins, inspiré par les têtes éthiopiennes, les anges éthiopiens. Les portraits éthiopiens, c'est un peu les descendants des portraits de Fayoum romains, Sur les pierres tombales, enfin... sur les sarcophages, sur les plaques de bois, etc. Donc voilà. Et c'est une espèce d'appropriation de la peinture africaine, puisque pour moi, la peinture de Fayoum, c'est la peinture égyptienne, donc c'est africain, et c'est l'Éthiopie, c'est africain également. Donc c'est ma part comme ça africaine dans les techniques qui rejoint la technique occidentale qu'on apprend habituellement.
il y a le contexte géographique déjà. C'est-à-dire, moi, j'étais instit à Trois-Bassins. Et à Trois-Bassins, l'ONF traçait des sentiers. Et j'avais la fille du directeur de l'ONF, responsable du secteur de Trois-Bassins, dans ma classe. Et ce que j'apprenais à sa fille, la fille le répétait au papa. Et notamment sur la Réunion, l'histoire de la Réunion et tout ça. Le papa était étonné de voir que la fille apprenait l'histoire de la Réunion avec moi. Ça ne faisait pas partie des programmes. Donc on a sympathisé quand j'ai vu il montait dans la forêt et tout ça. Et à un moment, les ouvriers ont trouvé la grotte du roi Phaonce. Avec le papa qui était responsable de l'ONF, on est monté voir cette grotte. Et là, comme c'était le patron, les autres, ils causaient, quoi. Ils nous ont montré d'autres trucs. Il y a des endroits où il y avait des pommes de terre, un endroit où il y avait il y avait du vent qui sortait d'un trou, des choses comme ça intéressantes. Donc, je me suis intéressé au Haut-de-Saint-Leu, au Grand Bénard, au Piton Rouge. Vaxelaire a écrit son livre sur le chasseur de noirs. Sauf que nous, on était sur le terrain, nous, du Piton Rouge à l'époque, tu vois, et ça a conforté, si tu veux, notre démarche, qu'il fallait faire des recherches et que ça tombait au moment où Saint-Leu fêtait son bicentenaire comme commune. C'était en 92. Et là, il fallait trouver des éléments historiques pour faire une fête de Saint-Leu avec chars, défilés dans la rue, etc. Donc, il y avait la période du café, il y avait la période de l'esclavage. Que représentait dans la période de l'esclavage? Ben, ça a été le marronnage. Tu travailles pas avec des modèles? Pas trop. Si, mais pas en ce moment, puisque je vis pratiquement tout seul et j'ai pas envie de chercher de modèles. Soit c'est des modèles photographiques, soit c'est des modèles un peu stéréotypés maintenant voilà, je l'ai intégré, mon modèle de tête cache. Hein. Et là, c'est l'histoire. C'est le même personnage en Oui, plus. c'est Hein. son histoire qui fait que tu as le désir de chercher, de le rechercher. On l'a toujours pas retrouvé. Et je trouvais que son destin était absolument normal, c'est-à-dire de disparaître. C'est-à-dire d'être à Saint-Leu en train de pêcher, et ensuite on le cherche partout, on ne le trouve plus. Alors, c'est ce mystère-là qui m'intéresse, quoi. Voilà, ça c'est les derniers. Voilà, si là, il y en a 1, 2, 3 quarts, mais il n'y en a qu'un, quoi. Et à un moment, tu as été plus sur à travailler sur le modèle avec des modèles? Oui, bah, c'était toute l'époque à Saint-Leu où j'avais un camarade qui me servait de modèle, mais lui, il a été décisif dans justement ma façon de représenter le CAF, quoi. D'accord. Il y a un de ses portraits là en haut. Là. Ouais. Bah, lui, il m'a servi de prototype, ouais, de départ sur les têtes CAF, oui. Et parce que j'ai exposé ces portraits à la mairie de Saint-Leu, ça a tout de suite été pris pour un esclave et on s'est fâché parce qu'il m'a dit « je suis pas un esclave ». Après, on s'est réconciliés, mais c'était une prise de conscience pour moi assez importante. Enfin, c'est une variation pour plus dans les formes là. C'est riche. Hein? Mais c'est une démonstration sur les addictions. Donc il y a la religion, il y a le rhum, le zama, la politique et le courage fuyant. La politique. C'est 97.4, c'est-à-dire c'est notre numéro, on est marqué 97.4. Mais pourquoi ça n'avait pas été fait avant, d'abord les portraits de noirs, avant que je les fasse? C'est ça, moi je me suis posé la question. Moi j'ai vu au musée un tableau d'une Catherine qui a été repris par Vollard dans Marie Décembre avec la perle.
Alors déjà, une Catherine avec une perle, on peut supposer qu'elle avait un statut particulier. Voilà, sûrement, en tout cas un statut particulier. Et j'avais pas de gens ordinaires, sinon dans les lithographies de Roussin, comme échelle du paysage. On voulait montrer le volcan, il y avait à l'échelle le petit porteur qui montrait la grandeur du paysage. Donc on se servait de la représentation du noir pour montrer autre chose. Après, j'ai appris que dans le tableau de Garot, par exemple, Sarioda Garriga qui libère les Noirs à La Réunion, Garot a des aides peintres noirs esclaves. Donc il y a des esclaves peintres. C'était quoi leur part dans le travail du maître? Roussin, pareil. La part du peuple, pas seulement du noir, mais la majorité des gens, quoi, ici, dans la peinture. Donc, je me suis tout de suite retrouvé comme porte-étendard d'un combat politique aussi. À l'époque, c'était Festival Arc-en-Ciel, Daniel Waro qui émergeait, du moins, on a eu beaucoup de passerelles, quoi, moi j'ai fait la pochette du disque de Daniel Bâtard-Cité, c'était son premier CD. J'ai fait des couvertures de livres pour Patrice Retard, pour Daniel Honoré, pour Sudal Fuma. Donc tout ça, c'est devenu logique qu'on puisse se servir de nos œuvres pour montrer la Réunion.
Non, même pour les gens, moi, ce que je fais, c'est du bébête. Hein, c'est de la bébétique supérieure. Hein. Oui, oui, une scène d'aspirateur. Hein. C'est Un aspirateur. c'est un rapport avec la sorcellerie, avec ce qu'il faut pas faire, quoi. Est-ce que c'est un aspirateur à amérante? Ouais, condensateur sûrement, et puis je les monte, quoi. C'est un révélateur. C'est c'est un peu tabou, quoi. Pas pour moi des personnages réels, ils sont liés au bon Dieu, c'est-à-dire quand il y a ça, il y a ça. Mm. Les deux vont toujours ensemble. Quand il y a un petit bon Dieu, là, il y a forcément des gens autour. Donc les gens autour, c'est les gens qui déposent les bougies, les fleurs, etc. Et ce qui reste, c'est leurs intentions. C'est leur âme, quoi. Errante ou pas errante? Ramassée par ça. C'est-à-dire, ça, c'est une porte, c'est une entrée vers le désir d'obtenir quelque chose, un vœu que se réalise, ou bien un accident s'est produit là, donc son âme est encore là. C'est dans ce sens-là que c'est errant, mais elle n'est pas ni au paradis, ni au purgatoire, ni en enfer. Alors ça, c'est un petit personnage maintenant qui revient continuellement dans mon travail, c'est l'homme qui court, là, c'est le marron, je l'ai décliné en tampon, en pochoir, je l'ai mis en ville. C'est le marron, il est symbolique de mon état actuel, de retour dans les hauts, de fuite en avant et non pas en arrière. J'analyse aussi le fait que on a toujours le grand raid là maintenant, là ça va être bientôt. Tous ces grands raiders, ils courent sur des pistes marronnes, en fait, des pistes de marron. Et il n'y a qu'une focalisation là-dessus pendant le grand raid, au contraire, voilà. Donc moi, j'analyse ça pour le supporter, quoi. Moi, je suis aussi partisan d'un art religieux réunionnais, moi. Ça me gêne de voir les statues de Lourdes, les trucs sulpiciens dans les églises, les vitraux qui viennent du dehors. Parce que mon premier contact avec l'art, ça a été dans les églises ici. Avec les sculptures, et après, ayant grandi dans des milieux religieux, l'art, ça a une fonction aussi de représenter le sacré. Même si l'artiste n'est pas croyant, moi, je m'investis pas là-dedans de façon religieuse. Les représentations ont leur importance.
Et à La Réunion, il y a des sujets plus précis Oui. Non. Oui, les sujets précis, c'est les sujets identitaires, que, en tout cas, moi, je qualifie comme identitaires, c'est-à-dire que le pilon en basalte, en pierre, pour moi, il devient identitaire parce que il est différent de celui en marbre pour faire l'aïoli. Il est différent de celui en bois pour piler le manioc aux Comores ou bien à Madagascar, tu vois. Donc, il y a une forme comme ça d'attachement au lieu qui fait que c'est rare. C'est limité à notre île, donc ça devient pour moi prioritaire. Voilà. Après, les piquettes, les tapis mendiants, les patchwork et tout ça, c'est un élément aussi pareil identitaire. Voilà. Quand je dis identitaire, c'est pas forcément nationaliste. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a aucune politique là-dedans. Pour moi, c'est simplement l'art de vivre qu'il y a ici qui transparaît dans une forme d'art. Même si c'est culinaire ou dans les vêtements, dans les broderies. Ça résiste tout ça? Par les artistes. C'est-à-dire que si l'artiste, si moi en tant qu'artiste, je jette un œil artistique sur l'objet et il prend une valeur autrement artisanale ou simplement fait main. C'est-à-dire moi quand j'ai une collection de pilons que je la montre, on a une attitude différente que si on voit un simple pilon chez quelqu'un au bord d'une cuisine. À la limite, moi, quand je vais chez quelqu'un, tout de suite, mon œil va se porter sur son pilon, quoi. Et s'il n'y a pas de pilon chez quelqu'un, pour moi, il n'existe plus. Non, je zappe. Non, je trouve un autre sujet, mais pour moi, voilà, il y a une espèce de porte qui se ferme. Il y a des clés, hein? Ah oui, je suis très, très dur là-dessus, très catégorique. Ça a été le sujet aussi d'exposition et de travaux. Justement, parce que j'ai exposé des pilons, que la polémique s'est créée. On m'a incendié en disant que il fallait pas mélanger les torchons et les serviettes, qu'il y avait l'art noble et puis qu'il y avait l'artisanat que vous ne devriez pas vous en occuper, monsieur Zitt. Alors, il y a eu des articles et il y a eu une polémique. Mais justement, je me suis retrouvé dans la polémique du côté des gens simples qui me défendaient, alors que les intellectuels, ils me descendaient, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de défendre ça, de prendre position, de dire que pour moi, le pilon, c'est l'objet qui représenterait la Réunion le plus. Il y en a qui vont dire le paillanqueux, il y en a qui vont dire la marmitarie, ou le margouillat, ou le flamboyant, ou le volcan, voilà. Mais pour moi, voilà, l'objet qui correspondrait le plus à mon image de l'île, ça serait un pilon en basalte sur un tapis mendiant. Et pourquoi le pilon? Parce que c'est d'abord parce que c'est la roche basaltique, et puis c'est le plein et le vide, c'est parce que il y a une sensualité aussi. Voilà, il y a un côté sexuel évident, où il y a le côté masculin et féminin, où il y a le côté du vocabulaire aussi, où ici le pilon c'est le mortier français et le calou c'est le pilon. Donc cette inversion, qui n'en est pas une en fait, mais où il y a une espèce de variation dans le langage, fait que on va se gausser de dire « Oh, j'ai un beau pilon bref. Oui, les connotations sexuelles sont fortes. Et aussi, moi, je vois un côté religieux, alors là, un côté, j'allais dire, presque nationaliste, où, comme Wagner glorifie dans la tétralogie Parsifal, etc.,
Ben, le pilon, c'est le calice, le Graal, qui permet aux Réunionnais de communiquer, c'est-à-dire il s'use, on le consomme, et on consomme la terre de la Réunion. Donc voilà, c'est notre aliment basique, notre communion fraternelle de Réunion. C'est le lieu où on mélange aussi des éléments de différentes natures, de différentes origines. Après, ça, c'est une version, j'allais dire, coloniale, ça. Parce que le mélange, là, il se fait quand même de façon brutale, on écrase. Donc, il n'est pas tout à fait aussi idyllique, où ça, il faut quand même se faire fondre, tu vois, pour avoir cette matière finale qui est justement le résultat d'un épisode justement où on doit passer par l'écrasement, quoi.
Gorra.